Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. La question qu'on pose aujourd'hui est est-ce que vous savez analyser le risque de maladie cardiovasculaire de votre patient ou de votre client en prenant en compte que de bilan sanguin? Alors, je vous présente un cas extrêmement réel, c'est un cas de mon patient qui s'appelle Laurent. Parce que vous savez que près de la moitié de toutes les crises cardiaques frappent des personnes qui ne savent pas qu'elles sont un risque. Soyez bienvenus à notre cas clinique d'aujourd'hui, risque de maladie cardiovasculaire. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je suis là pour vous aider à transformer des vies, la vôtre et celle de vos patients. Vem comigo? Vem comigo! Alors, effectivement, c'est un cas complètement concret, un exemple concret, mais je vous dis tout de suite que je ne vais pas vous présenter ni les antécédents, ni le historique complet de ces patients. L'objectif, c'est de savoir que si vous savez analyser les risques à partir d'un bilan, tout simplement. Alors, Laurent, il est venu, il avait 55 ans, mais il y a quelque chose de très spécial dans l'histoire de Laurent. C'est tout simplement que son père est décédé exactement à 55 ans. Et donc, il avait trop peur. Il a passé par un médecin, mais il a voulu quand même avoir un avis du regard de la nutrition fonctionnelle en termes de tout simplement de la prévention. Donc, les objectifs de Laurent, améliorer sa santé et risque de développer une maladie cardiovasculaire. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est quels sont les tests qui devraient constituer un bilan sanguin complet au regard de la nutrition fonctionnelle pour quelqu'un qui veut connaître son risque de maladie cardiovasculaire. Donc, ce qu'on va faire, vous allez faire une pause dans cette vidéo, vous allez répondre aux questions et après, je viens avec ma réponse. OK? À tout de suite. Donc, on va conclure que on va partir du principe que vous avez déjà fait votre liste. Comme je vous ai dit, Laurent, il est venu dans mon cabinet déjà avec l'opinion du médecin et les examens que le médecin lui avait prescrits. Donc, je vais vous dire ici, je fais une colonne, on va dire médecine allopathique, et ici, on va faire la prévention, qu'on appelle la prévention de maladies cardiovasculaires selon le regard de la nutrition fonctionnelle. Alors, le médecin lui avait prescrit cholestérol total. Je vais savoir si vous avez mis tout ça dans votre liste. Cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides, CRP, tout simplement, un ionogramme. Et il n'a pas mis, mais j'ai mis ici parce qu'il y a des médecins qui demandent ça, les fibrinogènes plus un électrocardiogramme. Et je vais vous dire le rapport du médecin. Il a constaté qu'il n'y avait pas de problème vis-à-vis de résultats qu'il avait trouvés et que tout allait bien, selon le médecin de Laurent. Alors, nous, on va discuter chacun, mais je vais vous présenter que la liste, sans faire de commentaires, de ce que nous, de la nutrition fonctionnelle, on aurait prescrit à Laurent. On aurait prescrit tout à fait le HDL, les LDL, le cholestérol, c'est obligé parce qu'il vient avec, soit les LDL oxydés ou les anticorps anti-LDL, les triglycérides, le rapport triglycérides-HDL, ApoB, ApoA1, LP, lipoprotéine petit A, LP-PLA2, CRP, différemment du médecin, une CRP ultra sensible, la coenzyme Q10, la ferritine, la vitamine D, et je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, peut-être
une chose très importante que je vais inclure là tout de suite, que je n'ai pas mis dans ma liste. On va inclure ici, qui est l'homocystéine, évidemment. Hein, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de mettre ça. Et on peut éventuellement avoir aussi les fibrinogènes. Pourquoi pas? Les fibrinogènes. Est-ce que vous avez mis ça dans votre liste? Ça, c'est le regard de la nutrition fonctionnelle. On va regarder item par item. Donc, je vais vous présenter les valeurs et je vais vous donner un peu de temps et là, vous allez réfléchir en fait le risque cardiovasculaire de Laurent. C'est ça l'objectif de cet exercice. OK? Allez. Voici les valeurs. Et après, vous voyez ce point d'interrogation, c'est parce que je vais faire quelques commentaires. Mais je vais vous donner déjà le chiffre. Cholestérol total, 2,18 grammes par litre. HDL, 0,31 grammes par litre. LDL, 1,30 grammes par litre. Les triglycérides étaient 1,49 grammes par litre. La CRP était à 4 mg par litre. Et il a fait, ça c'est pas dans notre scope, on n'est pas médecin, mais le médecin avait fait l'électrocardiogramme. Donc, selon ça, selon ces éléments-là, le médecin lui a dit que tout allait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Nous, maintenant, dans la nutrition fonctionnelle, on a eu ça comme réponse. Il faut absolument comprendre que notre objectif, c'est un objectif de prévention. On ne fait pas de diagnostic, évidemment, mais on accompagne le patient dans la prévention des maladies. Dans notre cas, Laurent est venu pour analyse de risque cardiovasculaire. Bien sûr qu'il est venu pour ça, mais on ne va pas regarder que analyse de risque cardiovasculaire de Laurent. On va regarder tout un état de choses, on va regarder qui est Laurent, pourquoi Laurent est là, quels sont les facteurs modifiables de Laurent, ça veut dire son alimentation, son activité physique, son sommeil, son rapport avec son travail, son rapport avec sa famille, son rapport avec la nature. On va regarder les éléments de nutrition, on va tout regarder. Mais aujourd'hui, c'est ça notre exercice. Donc, il a présenté comme CRP, ça je vais vous expliquer après, CRP-OS 2,2, CRP ultrasensible 2,2, LDL oxydé 90 ou L. Pour ceux que vous n'avez pas l'habitude, j'ai mis ici quelques valeurs. Il y a ici des valeurs qu'on va discuter après, qu'il y a des valeurs qu'on peut appeler acceptables, mais nous, de la nutrition fonctionnelle, on travaille avec les valeurs optimales. Pourquoi? Parce qu'on veut optimiser ce patient. On veut optimiser toutes les valeurs possibles et imaginables. OK? Donc, ApoB, 0,85 grammes par litre. Voici les valeurs acceptables. ApoA1, 1,64 grammes par litre, 1,40 à 2,13. Lipoprotéine PTA, 0,35 grammes par litre. Ça peut être de 0 à 0,30. Valeur acceptable. On va discuter tout ça après. LIP-PLA2, 107,95 nanogrammes par litre. On peut aller de 21,20 à 167. Coenzyme Q10, 250, il avait microgrammes par litre. On peut aller de 650 à 1000. Ferritine, il est à 230. On peut aller de 30 à 201 quand même. La vitamine D, il est à 35. Ça, c'est déjà valeur optimale, 60 à 80. Et on a son homocystéine qui est à 15 micromol. Je dis était parce que Laurent, il a subi des traitements. Aujourd'hui, il n'a plus ces valeurs-là. C'est pour ça que je dis était. À 15 micromoles par litre et les fibrinogènes à 3,70 grammes par litre. OK? Donc, vous allez faire une pause à nouveau pour voir quelle est votre analyse de chaque point.
Si vous ne connaissez pas, vous allez me suivre dans mon raisonnement. On va commencer, alors, j'espère que vous avez fait la pause, et on va commencer maintenant à partir du cholestérol. Alors, le cholestérol total. Le cholestérol total est la somme de différentes fractions de cholestérol, libres et estérifiées. Donc, le cholestérol n'a pas vraiment, comme les gens pensent, une importance clinique. Okay? On n'analyse pas trop ce cholestérol total parce que l'HDL est là-dedans, l'LDL est là-dedans. Il y a plein de paramètres qui sont dans ce cholestérol total. Et il est transporté par les différentes lipoprotéines. C'est pour ça qu'on ne le considère pas trop. Et je voudrais vous poser une question. Pourquoi on ne mesure pas le kilomicron ou chilomicron? Parce que le kilomicron ou chilomicron, il va dépendre de notre alimentation. Les concentrations en kilomicron, elles vont varier énormément d'un individu à l'autre. Et c'est pour cela qu'on ne mesure pas le kilomicron. D'accord? Alors, le HDL. L'HDL, il est censé d'être une lipoprotéine extrêmement favorable, n'est-ce pas? Mais je vais vous présenter bientôt un article qui va montrer que l'HDL très haut n'est pas du tout favorable. Mais là, on est un HDL, on va dire, féminin, et il peut aller jusqu'à... Il doit partir de 0,40 et pour les hommes et pour les femmes de 0,50. Donc, on voit déjà que l'HDL, ça ne va pas trop. Donc, je suis en train de marquer ce qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler en termes de LDL? C'est très intéressant, l'LDL. Parce qu'il y a quand même 11 types de LDL, dont 2 peuvent être oxydés ou glyqués. Quand on va dans le sang et on mesure ces LDL, on n'en sait rien. On ne sait pas le type de LDL qu'on est en train de mesurer. Et c'est pour cela qu'on va proposer là ce LDL qui s'appelle LDL oxydé, ou il y a une autre façon de mesurer qui est le LDL anti-LDL oxydé. Ça va changer d'un laboratoire à l'autre. Il y a ceux qui font les anticorps anti-LDL oxydé qui donnent comme argument que le LDL oxydé est extrêmement délicat et pas fiable. Et donc, la solution est de mesurer l'anticorps anti-LDL oxydé, qui est un reflet de la présence de l'oxydation du LDL. Mais il y a des laboratoires qui disent absolument pas. L'LDL oxydé, il est très fiable. Donc, nous, on avait mesuré l'LDL oxydé de Laurent. Et si vous regardez bien, il peut être à 0 en LDL. On peut trouver des LDL à 0 oxydé. Okay? Et ce nom, il dit déjà, les LDL oxydés, effectivement, c'est pourquoi il y en a 2, comme je vous ai dit, glyqués ou oxydés. Les autres sont bénéfiques. Et les lipoprotéines, l'attaque radicalaire des lipoprotéines circulantes aboutit à la formation de ces LDL oxydés, qui seront captés par des récepteurs spécifiques des macrophages. Et là, l'activité de ces récepteurs n'étant pas régulée par la concentration intracellulaire en cholestérol, les macrophages se transforment petit à petit en cellules spumeuses. Et vous savez, cellules spumeuses, on est là, bien dedans, dans les premières étapes de l'artériosclérose. Donc, pour être clair, ces LDL oxydés sont immunogènes. Okay? Sont des immunocomplexes formés qui vont activer la voie classique du complément. Ils vont générer la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires par le macrophage. Donc, la présence de ces LDL oxydés, c'est un signe qu'on a déjà la formation de cytokines pro-inflammatoires par le macrophage. En fait, c'est ça. Si vous ne connaissez pas les compléments, ce que je suis en train de parler en termes
de système immunitaire, il va falloir aller étudier un peu les systèmes immunitaires, qu'il y a beaucoup de détails. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est de discuter le risque de Laurent. Donc, vous regardez qu'il y a la possibilité de 0 à 49. Et là, on va parler d'une autre chose. On va parler de la possibilité de mesurer, de savoir qu'on a des mesures ici entre les 0 et 49, qu'on va parler de quartile. Et évidemment, un LDL oxydé doit être dans le premier quartile. Okay? Je vais vous expliquer cette histoire de quartile une autre fois. Mais ça veut dire que on va prendre une mesure, on va diviser cette mesure 0,49, cette tranche, en 4 parties. Et, en gros, c'est ça. Et le LDL oxydé, il doit, si on parle de prévention, être dans le premier quartile. Okay? Donc, il est en dessus de la valeur déjà, donc il a explosé toutes les quartiles. On est d'accord? Donc, maintenant, je voudrais revenir pour parler de la question du triglycéride et de l'HDL. Il y a, on sait aujourd'hui, un rapport de logarithme de triglycérides et HDL que le laboratoire peut faire. Mais normalement, au moins ici en France, ils ne le font pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement diviser la valeur du triglycéride, 1,49, divisé par le HDL, 0,31. Et là, on va regarder cette valeur-là. Dans le cas de Laurent, c'est 4,8. OK? Ça veut dire, si on divise les triglycérides de Laurent, 1,49, par le HDL de Laurent, 0,31, vous faites là avec votre calculatrice, j'ai déjà fait, vous allez voir qu'on a 4,8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est supérieur à 3, c'est un phénotype qu'on appelle phénotype A. Et c'est un phénotype favorable. C'est un phénotype où les LDL, la lipoprotéine est grande et peu dense. En revanche, pour ceux qui on va faire la même division et qui on va avoir un triglycéride HDL inférieur à 3, là, on va voir un phénotype type B. Et là, on va voir les LDL petites, denses, beaucoup plus de danger. Et qui dit ça? Qui a conclu ça? Ce n'est pas moi du tout. Hein? C'est Gerald Raven. Je vais mettre son nom ici. Gerald Raven. Gerald Raven, c'est la personne qui a parlé pour la première fois de syndrome X, syndrome métabolique, vous savez. Et là, il a conclu que tout ce qui ont ces LDL type B, phénotype type B, ça veut dire qu'il est petit, dense, donc ils vont facilement passer à l'endothélium et effectivement faciliter la formation de la plaque d'athérome. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, on avait déjà parlé de tout ça. Maintenant, on va parler, je suis en train de regarder ici l'ordre, sinon je me perds. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu, comme on va parler ici de ApoB, ApoA, de parler un peu de apoprotéines ou apolipoprotéines. Donc, on va voir les apoprotéines qui ont des fonctions différentes. Composants protéines, en fait, tous ces apoprotéines sont des composants ou components protéiques des lipoprotéines. Elles vont donner la stabilité structurelle des lipoprotéines, comme ApoA2 et ApoB48. Elles vont promouvoir le transport et la captation de lipides. Elles vont agir comme un ligand, qui c'est pour le cas de l'ApoB, qu'on va parler, hein, ApoB100 et les ApoE. Et elles vont aussi promouvoir l'activation enzymatique, qui c'est le cas de ApoA1, qu'on va parler, et ApoC2. Ça, c'est que pour vous donner un ordre d'idées qui ont fait la mesure de apoprotéines ou apolipoprotéines qui ont toutes ces fonctions-là que je suis en train de vous montrer. Revenons à nos valeurs. Donc, on a parlé de ApoA, ApoB. Et là, qu'est-ce qu'on va parler? ApoB.
ApoB, dans notre cas, quand on va mesurer dans le sang, c'est ApoB 48 ou ApoB 100. Tous les deux ApoB sont mélangés. Okay? Ces ApoB, elles vont, ApoB, on est à 0,85 grammes par litre. Je suis en train de vous montrer qu'est-ce que c'est ces ApoB. Ces ApoB, c'est effectivement la présence, elles sont présentes dans le chylomicron ou kilomicron, dans le VLDL et le LDL. Est-ce que c'est clair pour vous? Et ici, on a une valeur que c'est la valeur optimale de ces ApoB. Ça veut dire que si on est au-delà, on a augmentation des risques athéromateux, on a des traitements de maladies associées, ça peut être aussi diabète, attente rénale. Et c'est ça que je voudrais vous dire sur les ApoB. En revanche, les ApoA1, il y a une différence pour hommes et femmes. Pour les hommes, c'est plutôt, parce que ici j'ai mis 1,40, de 13, c'est des valeurs acceptables. Mais je vais vous dire que pour l'homme, c'est 1,20 à 1,60 plutôt. Et pour les femmes, 1,30 à 2,10. Ça, c'est pour l'homme, c'est le cas de Laurent. Je répète, pour l'homme, 1,20 à 1,60, pardon, 1,60. Et pour les femmes, 1,30 à 2,10. Si lui, il est à 1,64 grammes, il est dans une valeur optimale. Mais qu'est-ce que c'est cet ApoA en fait? Et ça va être intéressant parce que malgré qu'il a une HDL, son HDL n'est pas du top, okay? Il a quand même un ApoA de 1,64. Donc, il doit être là au deuxième quartile, je crois. OK? Donc, ça, c'est la fraction protéique majeure des HDL. C'est le marqueur de protection de maladies cardiovasculaires, c'est ApoA. Et une baisse de l'ApoA, elle va augmenter le risque cardiovasculaire. Ce n'est pas le cas de Laurent. Parlons maintenant de notre LPA, qui c'est la lipoprotéine petit a. Cette lipoprotéine petit a, elle est très intéressante parce qu'elle a été citée par de nombreux chercheurs, là, cette lipoA, LPA, comme le marqueur le plus important pour prédire la gravité d'une future maladie cardiaque. Regardez bien, il est à 0,35. Ça, c'est la valeur acceptable, hein? 0 à 0,30. Donc, le premier quartile, il est en-dessus du dernier quartile, Laurent. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'une maladie cardiaque associée à un autre facteur indépendant que je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, regardez la condition de la LPA de Laurent. Donc, cette LPA, elle s'associe à cette ApoB là-haut. Okay, par une liaison qu'on appelle liaison disulfure. Donc, et il a une autre chose, elle est très associée aux attaques cardiaques de l'âge entre 30 et 50 ans. Et je voudrais vous répéter, c'est un facteur indépendant, normalement lié à un polymorphisme, à un SNPs, c'est cette lipoprotéine A. Donc, elle est très influencée par l'hérédité. OK? Passons maintenant à LP PLA2. La LP PLA2 est une lipase, okay? Là, c'est là. On est à 107,95. Alors, vous voyez cette plage 21-20 de cette lipase, 21-20 à 167. C'est trop large. Ça, c'est on parle de la population, on ne parle pas de optimal. Optimal, c'est autour de 20-30, 20-50. Lui, il est déjà à 107. Donc, c'est normal, mais ce n'est pas bon. Donc, je vais marquer ça aussi. Parce que c'est une lipase qui est produite par qui? Par des macrophages et d'autres cellules inflammatoires. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête pour l'instant. Elle est exprimée dans les lésions athéromateuses avancées plutôt que dans les stades précoces.
C'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est dans la normalité là. Contribue au LDL oxydé là. Vous voyez? Il y a il y a une relation. Et on dirait, elle est considérée un marqueur spécifique d'une inflammation vasculaire. Elle augmente 2 fois le risque d'AVC. Vous savez, pour cette LP plat 2, je vais mettre ici, il y a une étude qui s'appelle étude ARIC, qui c'est Atherosclerosis Risk in Communities, étude ARIC, où vous allez voir l'étude qui parle de cette LP plat 2. OK? Passons maintenant à la coenzyme Q10. La coenzyme Q10, mon Dieu, vous savez qu'elle fait partie, c'est le seul lipide qui fait partie de la crête mitochondriale, n'est-ce pas? Dans la respiration cellulaire, dans le processus de formation d'ATP au niveau de la crête mitochondriale. Dernière étape, la phosphorylation oxydative. On va voir cette coenzyme Q10. Et cette coenzyme Q10, comme elle est très importante pour la mitochondrie, pour produire de l'ATP, ATP c'est énergie. Et on sait que le cœur, c'est sinon l'organe ou un des organes à côté, par exemple, du foie, qui ont énormément une quantité absurde de quoi? De mitochondries. Et c'est pour ça qu'on mesure cette coenzyme Q10, pour voir si cette coenzyme Q10 est suffisante pour faire son travail au niveau mitochondrial pour produire des ATP. Regardez la coenzyme Q10 de Laurent, 250, en sachant que le minima, c'est 650. Donc là, c'est plus de risque cardiovasculaire, de risque de fatigue. Et après, on va passer à notre ferritine. La ferritine de Laurent, elle est haute. Ça veut dire quoi? Soit il a une infection, et on sait que non, infection bactérienne forte, aiguë, on sait que non, parce que déjà 230, ce n'est pas énorme. Et aussi, il n'y a pas d'infection, parce qu'il a fait aussi un bilan normal, hein, et donc on a remarqué tous les marqueurs d'infection. Donc, tout va bien au niveau de neutrophile. Et ça veut dire quoi, une ferritine haute? Ça veut dire qu'on a la présence inflammatoire. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que l'organisme réfléchit comme ça? Pour protéger le corps, le fer ne sera pas disponible dans la circulation sanguine parce que le corps pense qu'il y a la présence infectieuse. Donc, il va capter, il va garder cette ferritine dans l'hépatocyte pour éviter de donner au microbe le fer, parce que le microbe adore le fer. Donc, il va séquestrer cette ferritine. Mais en vrai, on a ici la présence inflammatoire chronique et pas aiguë, parce que le médecin a fait la CRP, elle est à 4, mais nous, on avons fait quoi? La CRP-US, c'est ça qui est intéressant, qui est supérieure à 1. Là, et donc, on constate que Laurent a effectivement une inflammation chronique qui est manifestée par la présence de cette CRP à 2,2 et qui est confirmée par cette hausse de ferritine et qui va nous donner là un manque de coenzyme Q10 parce que cette mitochondrie, ce pool mitochondrial de Laurent, il doit être chouchouté. On a un problème. Et il y a aussi notre LP petite a qui est à 0,35. Comment on peut dire qu'il n'y a pas de risque cardiovasculaire pour Laurent? Mon Dieu! Et associé à tout ça, Laurent a 35 nanogrammes de vitamine D. Et vous savez bien que la vitamine D, c'est une hormone qui est présente partout dans notre corps. Je ne vais pas faire le cours de vitamine D, mais on sait qu'un minimum de 60 quand même nanogrammes, n'est-ce pas? Il est à 35 nanogrammes. Risque encore d'augmenter l'inflammation. Ça n'aide pas du tout. Risque d'immunité avec des problèmes. L'immunité de Laurent est en danger. Donc, et qu'est-ce que j'ai d'autre comme valeur? Et pour
la cerise sur le gâteau, comme vous dites en français, c'est que Laurent a un facteur indépendant de risque cardiovasculaire de 15 micromoles par litre, qui devrait optimal être inférieur à 7 micromoles. On peut accepter jusqu'à 10 micromoles. Il est à 15. Ça va augmenter 4 fois le risque cardiovasculaire. Cette homocystéine est quoi? C'est un acide aminé qui est un métabolite du processus de méthylation. Ça veut dire qu'il a un problème de méthylation, Laurent. Donc, vous voyez? Et on a un fibrinogène un peu haut aussi. Qu'est-ce que c'est le fibrinogène? Le fibrinogène, c'est le facteur 1 de la coagulation. C'est un agent important dans le processus de coagulation sanguine. Et quand on a des niveaux élevés, okay, il faut oublier le niveau médical. Parce que sinon, tout va bien, il n'y a aucun problème. C'est ça la prévention en nutrition fonctionnelle. C'est ça l'objectif de tout ce travail-là. Et on va intervenir où? On va intervenir dans le mode de vie de Laurent. Et là, je n'ai pas fini d'expliquer les fibrinogènes. L'élévation du fibrinogène est liée à la fois aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, aux AVC. Donc, il est, comme les lipides sanguins, le fibrinogène est affecté par des facteurs comme le tabagisme, le stress, l'obésité et le vieillissement. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs facteurs modifiables dans l'histoire de Laurent qu'on peut éventuellement prévenir. Alors, je voudrais quand même qu'après toute cette explication, que vous allez me donner votre avis. Oups. On va faire une pause. Faites une pause dans votre vidéo, réfléchissez. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez trouvé pour conclure. Il est allé pour savoir s'il avait un risque cardiovasculaire ou pas, Laurent. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est bon. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que Laurent n'était pas en meilleure santé cardiovasculaire, en fait? Il courait quand même un risque. Un risque. Pourquoi? Parce qu'on a un valeur protecteur qui n'est pas excellent. On a une CRP, présence inflammatoire chronique. On a une LDL oxydée qui est vraiment en dessus de ce qu'il fallait. Donc, il fait beaucoup d'oxydation au niveau des LDL. Ça, c'est quoi? Plaque d'athérome. Hein? Après, on va voir l'APOA qui est liée au HDL, qui n'est pas du tout dans la fourchette, 1,20 jusqu'à 1,60. On est à 1,64. Quoi d'autre? On a LP petit a qui est à 0,35, un autre facteur. Okay? Donc, on sait déjà que LP plat 2 est à 107, OK, mais on est plutôt pas dans le premier quartile. Donc, ici, on va avoir un risque thrombotique par rapport à LP plat 2. On a une anomalie de méthylation, n'est-ce pas, par rapport à cette homocystéine. On a aussi la question du fibrinogène qui va contribuer à mon risque thrombotique. Donc, on a un risque global cardiovasculaire pas anodin. Vous êtes d'accord? Donc, il va falloir intervenir. C'est ça que je veux dire, en termes de prévention. Et là, vous allez me dire, OK, que sans ce test, sans tout ça là, et en train de faire que ça, on allait dire, bon, un HDL, bon, voilà, hein, mais avec le ECG, la CRP et tout ça, on dirait que le patient va bien. Ce triglycéride, attention, triglycéride à 1,49 est un peu haut, malgré il est dans la fourchette statistique. Mais on est déjà en train de faire beaucoup de triglycérides. Donc, je ne connais pas la consommation, je connais, mais vous ne connaissez pas la consommation de sucre de ce patient-là. OK? Il va falloir baisser tout ça, augmenter l'HDL. Il y a un gros travail à faire. Donc, est-ce que vous vous rendez compte
que vous tenez entre vos mains l'avenir de la santé de vos patients. Nous, les praticiens de la nutrition fonctionnelle, on marche vers un regard différent de la plupart des professionnels traditionnels. On ne va pas regarder que ça. Et il y en a quelques-uns qui ne regardent même pas ça. Ah non, mais je suis ostéopathe. Ah non, mais je suis chiropracteur. Et alors? Ah non, je suis naturopathe. Vous avez le droit de prévenir. Ce n'est pas de faire des diagnostics, mais de prévenir le risque cardiovasculaire d'un patient. Vous avez le droit et le devoir de connaître tout ça. C'est ça la question. Et c'est ça qui va faire de vous un professionnel différent. C'est ça qui va vous faire sortir du lot. Et pour le médecin, c'est ça qui va vous faire avoir de la paix, dans le sens que vous allez avoir du temps avec votre patient, vous allez discuter avec votre patient. Et là, on n'est pas du tout dans la prescription de médicaments. Du tout. On est dans la nutrition fonctionnelle. Et c'est pour ça que c'est un regard différent. Pour notre plus grand plaisir et surtout pour les plus grands plaisirs de nos patients actuels et futurs, nous aurons l'opportunité de sauver des milliers de vies. J'espère que vous croyez à ça, parce que ça, c'est la médecine du futur. On peut la commencer tout de suite. Je vous donne là les munitions pour prouver à vos patients l'importance de faire un bilan sanguin, cardiovasculaire complet. Et je vais vous laisser quelques articles, parce que sinon vous allez penser, c'est une folle, elle ne sait pas de quoi elle parle, ok? Où on va parler de fibrinogène, de la lipoprotéine petit a, on va parler de quelques travaux scientifiques qui vont parler de tout ça, et vous allez voir que je ne suis pas folle, que ça c'est la médecine du futur. Ça, c'est la roue de la transformation. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je voudrais que vous mettez votre avis. Participez. Si vous êtes intéressé, mettez ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà fait ce type de bilan? Comment vous avez conduit ce type de bilan? Il ne faut pas écrire beaucoup, mais on va quand même faire des échanges, n'est-ce pas? À bientôt et merci. Vem comigo!